Bonjour, merci à tous, messieurs les élus, madame les élus, tous les Miosais qui sont là, tous ceux qui sont représentants du parc. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir, un plaisir non dissimulé, que je vous souhaite la bienvenue à Mios pour ces 2 jours à l'occasion du 44e anniversaire du parc naturel régional des Landes de Gascogne. Un plaisir certes, mais avant tout un honneur. Un honneur pour notre commune d'avoir été choisie pour clôturer les festivités de la fête du parc. Le parc, ce sont 345 000 hectares répartis sur 51 communes landaises et girondines et plus de 73 000 habitants. Au-delà des chiffres, le parc c'est un territoire avec sa propre identité, son architecture, son patrimoine, sa culture, où nous avons la chance de vivre. Dans cet immense écrin de verdure serpente une belle rivière, très belle rivière, vous la connaissez tous, c'est la Lève. Et où s'épanouissent une faune et une flore diversifiées, riches, spécifiques et en même temps fragiles. Nous sommes à proximité immédiate de Bordeaux, du bassin d'Arcachon, de la côte landaise, de Mont-de-Marsan, et vous découvrez ici un véritable trésor de paysages et de biodiversité. La forêt de pins, bien entendu, mais également lagunes, zones humides, aériales plantées de feuillus et parsemées d'habitations. En parcourant le parc, vous succombez au charme de la mer, rivière somptueuse et pleine de noblesse, qui s'étire sur plus de 100 km, à ses eaux claires et ambrées, qui accueillent des espèces végétales et animales, comme la loutre, nos plantes insectivores, sangliers et libellules, et les jolies demoiselles aux ailes bleues. Certains aménageurs y verront des contraintes. Moi, je préfère y voir des opportunités, des richesses, notre trésor. Car ce patrimoine est unique, riche, fragile, et également une ressource économique de tout premier ordre, tant pour les propriétaires, les exploitants forestiers, scieurs, papetiers, que pour les activités touristiques et écologiques que proposent l'écomusée de Marquez, la LER et son delta, la réserve ornithologique du Tech, etc. Ce patrimoine, il est de notre devoir de le préserver, de le faire vivre et de l'enrichir. C'est l'objectif que se sont fixés au travers de la charte tous les acteurs du plan du parc, qu'ils soient politiques, économiques, experts, scientifiques, culturels, représentants d'associations et habitants. Le classement en parc naturel régional est le témoignage de l'État et de l'ensemble des collectivités territoriales de favoriser une démarche de développement durable forte, alliant économie et valorisation d'un patrimoine d'exception. Conserver le territoire forestier, gérer la ressource en eau, préserver les espaces naturels, développer l'urbanisme dans le respect de l'identité territoriale, accompagner l'activité humaine pour un développement équilibré, développer et partager la conscience des territoires, ce sont les 6 axes de notre charte. Toutes et tous, nous devons œuvrer ensemble pour garantir au travers de ces 6 priorités le développement harmonieux du parc, tant dans ses approches écologiques, économiques, touristiques que culturelles. En ma qualité de maire de Mios, je souhaite exprimer ma volonté d'adhérer totalement à cette démarche et ferai tout pour que Mios soit un acteur actif et déterminé pour l'évolution du parc. Je tiens à remercier celles et ceux qui, par leur volonté, leur travail, leur connaissance, ont collaboré sans relâche durant 44 années pour que ce projet devienne réalité et perdure dans l'intérêt de tous de notre région Gascogne. Merci au Parc naturel régional des Landes de Gascogne, à vous, mesdames, messieurs les élus, des collectivités parties prenantes, mais également à toutes celles et tous ceux, connus ou moins connus, permanents ou bénévoles, qui participent quotidiennement au devenir de ce patrimoine et de notre territoire. Je tiens également à remercier les agents communaux de Mios et des autres communes qui, depuis des semaines, œuvrent sans relâche pour que cette fête soit une totale réussite. Je pense notamment aux services techniques et à la cuisine centrale. Vous me permettrez d'avoir une pensée un peu particulière pour une personne qui a toujours défendu l'idée du parc, les valeurs du parc. Et c'est quelque part un peu grâce à lui si aujourd'hui cette fête est là, est organisée. Et je tiens à remercier son ancien président, Vincent Duchy. Donc Vincent, je crois qu'on peut tout applaudir. Je voudrais également remercier Renaud Lagrasse qui va nous retrouver dans quelques moments, qui est le nouveau président, et également Laurent Trijoulet, directeur général des services, qui bossait pendant ces dernières semaines avec toute son équipe à œuvrer pleinement. Je pense qu'on peut également l'applaudir. Merci.
un ardent défenseur du parc et des valeurs qui s'y véhiculent. J'en suis convaincu. C'est pour ça qu'il me réjouit que les festivités de clôture de la fête du parc se déroulent à Meuse. Je ne reviendrai pas sur tous les événements qui ont eu lieu cette semaine. Je pense qu'ils ont fait preuve d'une grande qualité et que chacun peut en apprécier. Vous pourrez découvrir au cours sur toute la commune les différents espaces, espaces l'air, espaces jardin, espaces les cercles de Gascogne, l'espace libre, l'espace parc et bien entendu le village de lycée d'Aquitaine. Je pense que la réalisation est à la qualité, montre la qualité du parc. Et je pense que c'est des moments qui vous sont proposés de grande qualité. Je voudrais juste finir en disant qu'il y a un maître mot pour moi qui définit le parc, c'est la solidarité. La solidarité entre les 4 communes pour un même projet, pour un même développement de territoire. Et je pense qu'il y a un projet qui montre bien cet exemple, c'est les Virades de l'Espoir qui sont organisées sur notre commune. Les Virades de l'Espoir, c'est pour soutenir, c'est une lutte contre la mucoviscidose. Et demain matin, si certains ont le courage, c'est 14 km en courant ou en marchant, ou c'est le mur d'escalade prêté par la commune d'Audange, mais c'est également un circuit de découverte, une course d'orientation en famille, où je vous invite tous à venir, mais donner un peu de votre souffle pour ceux qui en ont pas. C'est une belle manifestation et je vous encourage, elle fait vraiment partie de cette fête du parc. Pour terminer, je voudrais remercier très sincèrement vous, votre présence, et puis toutes les personnes, pour la plupart bénévoles, qui n'ont pas compté leurs heures pour que cette fête soit une réussite. Merci à tous, profitez bien de tous ces moments qui vous sont proposés pendant ces 2 jours, et puis je souhaiter une longue vie au parc naturel régional des Landes de Gascogne. Merci. Merci Cédric, merci Monsieur le maire de vos propos et de vous accueillir encore une fois. Pour vous présenter comment va se dérouler cette réunion, vous rappelez sommairement le cadre. Nous avons souhaité, le parc, les élus du parc ont souhaité organiser une semaine d'événements pour célébrer, se satisfaire du renouvellement du parc par décret signé conjointement par le ministre de l'écologie et le Premier ministre en janvier 2014. Longue procédure commencée par Dominique Coutière en 2007, mis en œuvre grandement avec les élus de la mandature précédente et le comité syndical présidé par Vincent Péchy, et aujourd'hui, effectivement, avec le passage de relais, René Bagrave étant devenu, début du mois de septembre, le nouveau président du parc. Une semaine d'événements qui a eu vocation pour nous, donc on a commencé à Marquez, on a fait un week-end à l'occasion des Journées du patrimoine à 2000 personnes, qui était un excellent week-end en termes de fréquentation pour nous. On a voulu couvrir à travers notre programmation l'éclectisme du propos porté par les parcs naturels régionaux en général, le nôtre en particulier, à travers des temps à destination de l'éducation des jeunes publics, de tous les publics, des conférences thématiques qui ont eu vocation non seulement à couvrir les thématiques que les parcs couvrent, mais aussi les thématiques que nous traitons toujours en partenariat ou avec les habitants, avec les institutionnels, ou en partenariat avec des associations, des personnes qui nous sont complices. On fait jamais, on met rarement en œuvre la charte seule, au contraire, c'est un projet collectif et dans notre quotidien, cette œuvre collective trouve parfaitement sa traduction. Alors je voudrais remercier aussi les financeurs de cette manifestation, le Conseil régional d'Aquitaine, le programme leader du bassin d'Arcachon Val de l'Air et la ville de Mios. Saluer aussi notre partenaire sur la manifestation à travers Odyssée, l'association l'Isodif. Je voudrais saluer la présence des parcs d'Aquitaine qui, à l'initiative de Michel Davrat, en charge des parcs au Conseil régional d'Aquitaine, ont répondu tous présents, puisqu'ils ont été sollicités ainsi, le parc naturel régional de Périgord-Limousin, le parc national des Pyrénées, le syndicat mixte du pays Médoc, préfigurant le parc naturel régional du Médoc, et l'agence des aires marines protégées, au titre de la création cette année également du parc naturel marin, du bassin d'Arcachon et de son Auvergne. Saluer les élus présents, je présenterai après les gens qui seront en tribune au moment de la table ronde, mais je pense notamment à Bruno Lafont, président de la Cobalt Mer de Biganos, à Béatrice Gendreau, vice-présidente du Conseil régional d'Aquitaine, en tout cas déléguée à la forêt, si je ne me trompe pas.
pas. Olivier Degos, son DGA, Jean-Luc Gless, vice-président du Conseil général de la Gironde et vice-président du parc, le président aussi du Conseil scientifique et culturel. Saluer les fonctionnaires de nos partenaires, les agents techniques à la fois de la Gironde, de la région, du Conseil général des Landes et du ministère et de l'Adréal. Merci Sophie d'être là. Rapidement, enfin, on va essayer de vous présenter la charte à l'occasion de ce 4e forum. Pourquoi un 4e forum? Parce qu'il y en a eu 3 qui ont servi à... Je salue l'arrivée de M. Sabaro, président du syndicat mixte Pays, Médoc. 3 forums qui nous ont servi avec les élus, les habitants du territoire à élaborer le diagnostic, les grands enjeux, les grandes orientations. On a fait tout un tas d'ateliers, de réunions publiques et on avait promis de revenir vers les habitants, vers la population, vers le territoire pour présenter la charte une fois qu'elle aurait été valablement approuvée. On va donc organiser ce temps de présentation à travers une conférence introductive. On vous présentera de manière originale les 6 priorités politiques de la charte. On fera une table ronde avec les parcs d'Aquitaine invités par la région. Alain Rousset, président de la région Aquitaine, nous fera l'honneur de sa présence pour venir conclure ce débat institutionnel et de présentation de la charte du parc avant de laisser la place à un échange avec la salle. Je vais donc sans délai passer la parole à M. Dominique Hunterner. On a souhaité associer le savoir-faire d'un universitaire, d'un tiers en fait, pour venir porter un regard externe, quasi sociologique en fait, sur ce qu'est la construction d'un projet de territoire, ce qu'est l'effervescence, la synergie de partager un projet commun. Vous êtes, Dominique, ingénieur en animation territoriale, universitaire à la fac de Bordeaux. Je vous laisse sans délai la parole. Merci. Alors moi je n'ai pas participé à la grande aventure de la révision de la charte du parc naturel régional des Landes de Gascogne, mais quelque part rares sont les troubadours qui eurent à vivre les exploits des chantes. Je n'ai fait qu'éplucher un certain nombre de documents, même une masse assez importante de documents, de prendre connaissance de ce qu'avait été cette aventure, et mon intervention cet après-midi va consister donc en une dédicace à ceux qui ont vécu cette aventure extraordinaire et longue, hein, qui s'est étalée sur 7 ans avec toutes sortes de travaux de concertation très impressionnants. Et cet exposé que je vais faire s'adresse aussi à ceux qui n'ont pas vécu cette aventure et qui auraient, imaginons, très envie de la vivre un jour. Ils se rassurent, en 2026, ce sera leur tour. Ou je pense aussi à nos amis du Médoc qui s'apprêtent à se lancer dans la grande aventure du parc naturel régional. J'espère qu'ils aiment correspondre par mail avec toutes sortes d'experts dont on ne comprend pas toujours les propos, parce que ce sera le cas. Je commencerai par un petit aperçu historique très bref, hein, je ne vais pas remonter au déluge, après quoi j'évoquerai les principales étapes de cette révision de charte, me permettant même ici ou là de donner quelques conseils à ceux qui devraient un jour réaliser ce travail-là. Et puis nous examinerons non pas les 77 mesures qui sont issues de ce travail, mais un florilège de certaines d'entre elles qui méritent une attention particulière et que j'aborderai, si vous me le permettez, de manière un peu prospective. Voilà. Commençons par l'aperçu historique alors. On le sait pour beaucoup de gens, les Landes, ça a longtemps été cette longue ligne droite bordée de pins de part et d'autre qui menait de la capitale régionale jusqu'aux villégiatures de la côte basque. Cela faisait dire à certains qui longeaient cette route, enfin qu'il n'y avait que des arbres de part et d'autre à perte de vue, là où il y a de la gemme, il n'y a pas de plaisir. Ou d'autres encore qui s'écriaient ah ben, là aussi le Christ a multiplié les temps. Il n'avait pas tort d'une certaine façon, puisque vous le savez, 75% de ce territoire est recouvert de pins, donc quelque part, il n'avait pas entièrement tort, mais que faisait-il des 15% de surface agricole et des 10 autres pourcents faits de villages, d'habitants et
de toutes sortes de terrains comme les lagunes, les landes, la lande humide, il les ignorait. Si bien qu'en 1970, le préfet, et puis je suppose un certain nombre d'acteurs du territoire, ont eu envie d'inciter ces touristes à jeter un coup d'œil dans le rétro-littoral et se sont occupés de favoriser les infrastructures d'accueil de ces estivants. De fil en aiguille, on a accueilli un peu plus de monde en retournant là des gens qui tout à coup s'apercevaient que dans cette nature ils retrouvaient l'homme vrai, l'homme au sens d'anthropos, pas au sens d'anthropos naturellement. Ils se sont aperçus qu'il y avait là un patrimoine culturel qui méritait quand même le coup d'œil et qu'on le valorise. Ce fut fait. Et puis alors plus récemment, le parc naturel régional des Landes a versé dans une logique, non plus de bassin versant, mais de massif, avec toute cette dimension environnementale, écologique, et en se posant la question très sérieusement du développement durable. Nous en sommes là actuellement. Voilà. Et cette révision de charte vient couronner ce nouveau profil, ce nouveau portrait du parc naturel. Voilà. Sauf que tous les 12 ans, maintenant, je crois savoir que c'est passé à tous les 15 ans, il y a cette fameuse révision de charte. Qu'est-ce qu'une charte? Une charte, c'est un document contractuel fort qui réunit les forces vives d'un territoire comme celui-ci, les élus, les acteurs sociaux, les animateurs, les techniciens, les habitants, les gestionnaires d'espace, les sylviculteurs, les agriculteurs et j'en passe. C'est en quelque sorte, pour ce qui est des Landes, l'esprit de la forêt, si vous voulez. Et cet esprit, il faut le réviser régulièrement, voir en quoi on peut aller plus loin, en quoi, sur certains points, vous le verrez, il faut aller un peu moins loin quand même. Réviser une charte, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas un agenda 21, c'est 21 agendas bien remplis. C'est une gigantesque concertation entre tout le monde, c'est ce qui s'est passé ici, vous vous en souvenez certainement, des ateliers thématiques, des forums, un journal dédié, un site dédié, et tout un grand remue-ménage. Pour être sûr de n'oublier personne, je me suis laissé compter qu'il a fallu faire le tour des aériaux, monter sur des échappes afin que la population locale reconnaisse les personnes qui se présentaient et aller à la rencontre des capitaux de Pluche, tel Nicolas de Prenontier. Il a fallu, je le sais aussi, faire des inventaires, est-ce que vous imaginez ça, faire des inventaires de tout le patrimoine naturel et culturel? Est-ce que vous imaginez ceci, des gens, comme ça, en ligne, faisant une sorte de battu dans la nature et contents, avec leur petit papier et leur crayon, une fleur, deux fleurs, trois fleurs, quatre fleurs, là-bas il y a un clocher, ici nous avons un ergal, un arbre, une bestiole, et à quoi ça sert de faire un pareil inventaire? Eh bien, à ce que j'ai compris, ça sert à atteindre un état zéro des connaissances. Qu'est-ce que c'est qu'un état zéro des connaissances? Alors, je vous dis tout de suite, ce n'est pas aucune connaissance. C'est tout le contraire. C'est une posture consistant à se dire, voilà, j'écarte de ma pensée tous les préjugés, toutes les représentations erronées. Je fais le vide, je ne connais rien. Je suis comme le nouveau-né, je découvre tout. J'aperçois une bestiole, je la prends délicatement au bout de mon doigt, et je lui dis, je te reconnais, bestiole, et je te nomme, je t'appelle le Fadet des Lèches. Voilà. Bon, ça c'est la partie poétique de la révision de la charte. Après, ça se force un peu. Si vous voulez, c'est un peu comme une compétition sportive. Il y a des matchs de barrage. Il faut savoir les passer. Il y a par exemple l'avis d'opportunité qui statue, alors là en l'occurrence qui statue favorablement sur l'extension du périmètre du parc naturel régional, très bien. Jusque-là ça passe, on passe en quart de finale, mais après il y a l'avis intermédiaire, et là c'est un petit peu plus coton parce que il y a un gros échange de correspondance avec toutes sortes d'experts, de l'ADREAL, comment ça s'appelle ça, le bureau de l'intégration de la biodiversité dans les territoires. Au début, ça paraît assez simple, on correspond de façon tout à fait cordiale et on
on sent qu'on est sur la bonne voie. Et au fur et à mesure, ça devient un petit peu plus technique. Voilà. Je passe rapidement parce que là vraiment on a des courriers tout à fait charbonnés et qui le sont de plus en plus. D'accord ? Voilà. Donc ce qu'il faut retenir principalement, c'est que il n'est pas question d'attendre de ces courriers et de ces relations avec par exemple un rapporteur ou toutes sortes d'experts, un quelconque tuyau qui nous permettra de réviser cette charte rapidement en 2 coups de cuillère à peau. Non, on a commencé, il faut aller jusqu'au bout. Bon, à un moment donné, ce qui vient un petit peu faciliter les choses, c'est qu'il y a une visite sur site. Alors ça, c'est extrêmement important parce que c'est à l'occasion de cette visite du rapporteur, des experts de l'ADREAL, des représentants de la Fédération des parcs naturels régionaux et d'autres, c'est à l'occasion de cette visite qu'on vérifie, qu'on apprécie le bilan du classement précédent et que l'on peut présenter quelles seront les orientations de la prochaine charte. Alors, vous avez donné rendez-vous à la délégation quelque part sur le territoire du parc naturel, n'est-ce pas? Vous êtes là avec vos associés, le silence se fait, puis tout à coup vous entendez un bruit au loin. Et vous apercevez l'épidoptère par lequel arrive la délégation. Vous avez pris soin de dégager un espace, une lande humide, une prairie, ou faute de mieux un terrain communal de football par exemple. Bon, je vous le dis tout de suite, il n'est pas nécessaire de faire appel à la fanfare, pas de feu d'artifice, pas de longs discours du genre « Entre ici, Jean Moulin ». Soyez simples. Non, même la boîte de chocolat de chez Larieux, c'est pas la peine. Après tout, ils sont là pour travailler, ces gens-là, et vous êtes là aussi pour travailler. Donc soyez simples, abordables, cordiales. Ne donnez pas rendez-vous à la délégation trop tard, surtout si c'est l'hiver, parce que la nuit tombe vite. La délégation descend de l'épidoptère et vous vous adressez à elle de façon mais vraiment simple et cordiale. Bienvenue dans le parc naturel régional des Landes de Gascogne. Autour de moi, ce que vous voyez, ce sont des chauves-souris, espèces protégées. Je tiens à le préciser, et ce n'est pas la seule. Vous vous tenez actuellement sur un cœur de nature, ce que les Américains appellent un biodiversity hotspot. À droite, un réservoir de biodiversité, à votre gauche, un espace d'intérêt patrimonial, là devant un site satellite, mais on ne le voit pas très bien parce qu'il commence à faire nuit. Vous trouverez ici 950 espèces, comme quoi les inventaires n'ont pas servi à rien, parmi lesquelles, je vous les présente, le crapaud calamite, l'Attile accoucheur, la fameuse grenouille rousse, ainsi que 27 autres espèces non revues récemment, parmi lesquelles les campeurs, insatisfaits du niveau de qualité des emplacements municipaux. Mais oui, alors chez nous, il n'y a que les zones humides qui soient traitées. Vous trouverez également 59 espèces végétales protégées, 6 espèces végétales inscrites au tome 1, 26 espèces végétales inscrites au tome 2, 5 espèces végétales de la directive Habitat, 67 espèces exotiques et toutes sortes de canards. Mais hélas, vous trouverez aussi certaines espèces invasives contre lesquelles il convient de lutter, comme par exemple la grenouille taureau et certaines écrevisses. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être aussi sévère, on va remettre de la lumière. Vous pouvez aussi chercher à détendre l'atmosphère avec la délégation. C'est sûr qu'elle ne va pas faire le travail à votre place, mais enfin, il n'est pas interdit de l'amuser un petit peu. Par exemple, puisqu'on est ici, vous pouvez lui demander est-ce que vous avez déjà vu une lamproie? Regardez-moi ça. On dirait le croisement entre une sardine et un Airbus A320. Est-ce que vous avez déjà vu, je ferai encore, une lamproie faire un selfie? Regardez-moi ça. Bon, une fois que vous les avez fait rire, ça va tout seul. L'atmosphère se détend
Et vous pouvez commencer à leur faire apprécier les aménités hein, du territoire. Ah, sentez-moi cette terre aux fragrances de résine. Comment ça sent pas tellement bon? Ah, forcément, vous êtes tourné du côté de fracture, là. Tournez-vous par ici, tournez-vous là. Voilà, plus vers le sud. Voilà. Ah, vous sentez la différence, là? Oui, comme le dit souvent Christophe Doucet, on n'est plus devant la nature, mais dedans. Mais la nuit tombe et vos piles vous ont lâché. Vous êtes à présent dans le noir, en plein milieu des 75 hectares de Landes. Qu'allez-vous faire? Eh bien, vous vous mettez en route pour la maison du parc. Et comme vous êtes cultivé, vous dites à la délégation, voilà ce qu'on va faire. Vous allez mettre votre main sur mon épaule, puis l'autre derrière il va faire pareil que vous, et ainsi de suite. On va être comme les produits 14-18 qui s'étaient pris une giflée de gaz moutarde. Allez, on va avancer ensemble, à travers la lande. Fiez-vous à moi, je connais bien le territoire. Tiens, pour se donner du courage, on va chanter. J'entends la poule et le renard, j'entends la poule et le renard chanter. J'entends la poule et le renard, j'entends la poule et le renard chanter. Faites attention, parce qu'un peu plus par là, il y a une lagune et pouf, trop tard. Vous voulez bien aider votre camarade à sortir de la lagune? Voilà, voilà. Alors, on se remet en route, mais tout à coup, vous apercevez au moins 2 lueurs. Peut-être est-on sauvé, vous approchez, et là, vous trouvez un accueil posté. Un animateur BAFA avec sa lanterne, censé renseigner les promeneurs sur les aménités de bois. Vous lui demandez, qu'est-ce que tu fais là, mon gars? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, en septembre, à 7h de la nuit. Et il vous répond qu'on l'a posté là le 14 juillet, mais que personne n'a pensé à le relever. Quelque part, tant mieux. Vous lui mettez à lui aussi la main sur l'épaule, et puis avec sa lanterne, guide le cortège vers la maison du parc. C'est très très beau, on dirait l'ermite du Tarot de Marseille. Finalement, tout se passe bien. Je passe d'ailleurs sur la commission d'enquête qui s'est merveilleusement bien passée. Énormément de retours, je crois, puisque 42. Cela a permis de définir un certain nombre d'orientations. Je vais maintenant vous en présenter quelques-unes. Voilà. Je résume, hein, je ne vais pas vous faire un discours trop technique sur toutes ces mesures. Là, pour faire court, je vous dirais qu'à l'enracinement des humains ne doit pas correspondre le déracinement des arbres. Au-delà de ça, il y a derrière ces objectifs et cette mesure l'idée qui fait son chemin du caractère multifonctionnel du couvert forestier. À savoir que longtemps, ça a été considéré comme la forêt, hein, comme un espace de production qui apportait de la matière aux filières bois construction, bois papier, etc. De plus en plus, l'idée s'est faite que, pas seulement, ce sont des espaces ouverts, avec la gentillesse des sylviculteurs qui laissent tout ça ouvert, on y reviendra à propos de la circulation motorisée. On s'est aperçu qu'il y avait quand même un certain nombre d'aménités paysagères à prendre en compte, et il y a, on le sait, hein, des vœux pieux, comme ça, de rétribution des aménités paysagères, mais enfin, on n'en est pas là. Cela dit, l'expliciter, le mentionner dans un texte de charte, est une façon quand même de faire avancer les choses. Voilà. Alors, l'enquête publique hein, a révélé que c'était un sujet épineux et qu'il n'était pas question d'aller faire un pas de fer. Ce qui ne simplifie rien, je vous le disais, c'est le manque de reconnaissance hein, dont souffrent encore à l'heure actuelle ces aménités paysagères. Je passe. Voilà. Là, vous l'avez compris, il est question du soutien aux filières locales et principalement à la filière bois, ainsi que la diversification des activités comme nouvelles sources d'emploi et de richesse. Vous le savez, mais je le rappelle quand même, les objectifs de mobilisation des ressources en bois définis par le rapport Puech, revus à la hausse d'environ 21 millions de mètres cubes d'ici 2020, nous font sérieusement envisager la création d'un pôle compétitivité des chasses. Ah, se disaient certains, encore le bon vieux cliché des échasses, il va nous servir toute la soirée. Eh bien oui. Et je me permettrai aussi un petit aperçu historique, je cite, répondant à l'appel des organisateurs de courses des chasses sponsorisées par le journal bordelais La Petite Gironde, vous voyez que c'est pas d'hier, les plus zélés des sportifs gagnèrent le Bordeaux-Biarritz, puis le Bordeaux-Paris sur échasse. Fort de leur
premier succès, ils n'hésitèrent pas à se mesurer comme Antoine Dugrand de Trinsac au Paris-Bruxelles. Vous vous rendez compte? Départ de Paris le 12 mars 1891, arrivé à Moscou le 10 mai 1891, 2478 km en 58 jours, soit une moyenne de plus de 42 km par jour. C'était avant les affaires de dopage. Et bien quand d'un côté on voit tous ces chapitres, et de l'autre tous les problèmes liés au transport en commun insuffisant ou polluant, excusez-moi, mais moi je ne comprends pas qu'on prenne encore sa voiture pour aller chercher le pain à l'école. Je lisais qu'on avait du mal à concilier activité sportive de compétition ou de détente avec la dimension sociale et environnementale. Bien, les échasses. Et tout ça là. Ça vous laisse pensif, ça, hein? Je vais dire merci. Bon, excusez-moi, là ça va prendre un tour un tout petit peu plus scientifique. La mise à jour de la mise aux normes du site pour respecter la circulaire DGA-LNDEB-SDE-NBMA-DGOM du 24 décembre 2009. Oui, parce que le soir du réveillon, si vous voulez, il y a des gens qui écrivent donc des circulaires qui s'appellent DGA-LNDEB-SDE-NBMA-DGOM et le lendemain, vous les trouvez sous le pain maritime de Noël. Je vais passer directement à un exemple d'action, ce sera beaucoup plus clair. On va au cercle, on s'assoit en rond, par conséquent, on invoque l'esprit de la charte et on écoute la parole du sage. La gestion de l'eau est l'affaire de tous. Les objectifs ambitieux affichés dans la charte ne seront atteints que par des actions partagées par le plus grand nombre. Ainsi, les habitants sont invités à ne plus dire vite au sanitaire, mais vite au fond du jardin, ou à se soulager derrière un arbre. Enfin, tout c'est assez blanche. Alors, on va mettre en place, bon, tout ce que je vous dis est officieux, hein, ça reste entre nous, tant que c'est pas officiel, on reste discret. On va mettre en place un pôle local d'information sur l'aménagement et la gestion des eaux. Alors, on ne sait pas encore en quoi va consister son action, mais ça forme un très bel acronyme, ça fait pliage. Par contre, on essaie encore à mettre en œuvre des actions de gestion sur les cours d'eau naturels et les zones humides, parce que ça fait AXFENS. C'est dur à prononcer, puis sur le plan mnémotechnique, c'est quand même pas très. Attention, attention. Là, nous entrons dans le vif du sujet. Je requiers toute votre attention. Les caractéristiques édaphiques des forêts ripisylves et alluviales en milieu oligotrophe favorisent les espèces sciaphiles, ainsi que les cortèges bryologiques et fongiques uniques en France. Mais je sens que personne ne m'écoute. Tout le monde digère. Certains d'entre vous hochent la tête. Je crois d'abord qu'ils acquiescent, mais en fait non, ils résistent comme ils peuvent au sommeil. Ils s'imaginent déjà en train de faire la sieste au bord de la Leyre. Du coup, moi j'hésite à vous parler des éléocaris uniques en France en bordure de la Lune. Je ne sais pas si je ne vais pas directement vous parler des différents facteurs pédomorphologiques et physico-chimiques uniques en France, en Europe, dans le monde et peut-être même dans l'univers. Ou non, ou alors, si je sais, je vais vous montrer un spécimen de triton marbré que j'ai emmené avec moi, espèce rare hein, sur le territoire. Ah, oui. Je sais pas de quelle poche. Kiki? Kiki? Il est tellement rare que je ne le trouve pas. Non, mais on va attendre qu'il revienne de sa promenade. En tout cas, si vous sortez, soyez gentils de regarder quand même dans vos sacoches, vos sacs à main. Hein, c'est une espèce protégée, ne partez pas avec. L'autre jour, Kiki, il me rappelait cette citation de Jacques Ellul qui dit penser local, agir vocal. Je ne sais pas très bien où est-ce qu'il voulait en venir. Ah oui, la faune, la flore, dans le couloir, dans nos urgences, de sorte à préserver et remettre en état les continuités écologiques au sein de la trame verte et bleue. Le risque existe en effet de voir certaines zones peuplées du parc se transformer en espaces dortoirs, notamment pour les oiseaux et les chauves-souris. Heureusement,
l'affluence touristique est là pour les tenir éveillés. Exemple d'action. C'est pour moi? Non. D'accord. Un ménage qui héberge une chauve-souris dans son grenier, sa grange, sa cave, ou comme moi un triton marbré dans son sac, pourrait prétendre à une part supplémentaire aux allocations familiales, ou à défaut sur sa prochaine déclaration de revenus. On y pense, hein? Exemple d'action. Un parc naturel régional a vocation à expérimenter et innover. Nous pensons mettre en place un observatoire des changements climatiques et de la qualité de l'air. Assez simplement du reste. On poste le stagiaire dehors, là, à côté du cendrier, puis le lendemain matin, il vient de faire son rapport, et après il retourne après nous avoir fait couler un café. Alors, oui, JDC, JDR, hein, j'ai dit ça, je dis rien. On va passer aux mesures directement, 38 et 39, c'est beaucoup plus parlant. Voilà. Alors, la charte n'a pas, on nous l'a dit et redit, pour objet principal de déterminer les prévisions et règles touchant à l'affectation des sols dès lors qu'elles ne constituent pas un document d'urbanisme au sens des dispositions de l'article L600-3 du Code de l'urbanisme. Elle n'a pas vocation à définir les zones constructibles et inconstructibles à l'échelle de la parcelle. Certes. Cependant, certaines mesures que la charte voudrait mettre en pratique ne sont réalisables que si un certain nombre de plans départementaux et régionaux sont mis en œuvre. Alors, oui, il s'agit là de la mesure phare 39, soutenir l'innovation architecturale et environnementale dans l'aménagement de l'espace. Mais je suis bien d'accord avec vous, pas trop quand même, pour éviter qu'une lagune ne devienne un Blue Lagoon. Regardez-moi ce travail. Non, pas plus bas. Ou une lande humide ne devrait pas devenir un wetland. Hein? Quant au parc naturel régional des Landes de Gascogne, on souhaite tous qu'il ne se change pas en Center Park Natural of the Land of the Gascogne. Alors, bon, voilà comment c'est écrit, voilà à quoi ça correspond dans les imaginaires. Je vous le remets, parce que c'est vite. Voilà. Bon, il peut cependant, je m'empresse de le dire à ceux qui aiment beaucoup la publicité, peut-être déroger à cette limitation par l'institution de règlements locaux de publicité, les fameux RLP. Mais autant le faire de façon intégrée, en accrochant de discrètes banderoles au cul des bernaches. En plus, les annonceurs auraient un rayonnement international 2 fois par an. Bon, naturellement, hein, aucune de ces limitations ne vaut pour la marque Parc. Article L580-19 du Code de l'environnement, sauf pour les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je me suis beaucoup interrogé. Je ne comprenais pas de quoi en parler. Et j'ai compris. En fait, c'est une mesure à rapprocher de la mesure 49, valoriser les randonnées douces comme produit d'écotourisme, ou mesure 50, développer les sports de nature au service du territoire et de ses habitants. En clair, ça là, ça consiste en une visite du camp militaire de Captieux au pas de charge, avec un sac à dos rempli de garluches et sous un feu nourri à balles réelles. Les jeunes aiment les sports extrêmes. Ça devrait les séduire. Oui, là aussi, une photo vaut mieux qu'un long discours. Ça, c'est pour que, par exemple, la coulée verte de René ne se transforme pas en ça. Il y a, sur le parc, des zones qui n'ont pas vocation à accueillir des véhicules terrestres motorisés. On est bien d'accord là-dessus. Une réglementation sévère mais juste doit être appliquée. Alors, je sais qu'on a ici commencé par une pédagogie douce. Il a été édité un guide juridique. Des tracts ont été distribués, des expositions de sensibilisation ont été organisées,
Des panneaux ont été posés, des arrêtés ont été arrêtés. Alors arrêtez. Et si ça continue, on préviendra simplement les fédérations de chasseurs et puis c'est tout. Ah. Exemple d'action. Là, il s'agit de valoriser les savoir-faire locaux et les productions locales, développant des démarches respectueuses de l'environnement au travers des circuits courts. Par exemple, il s'agit de redonner toute sa place au pastis landais, au fameux pain des Landes que vous trouverez sous cette forme le plus souvent, ou sous cette autre si vous fréquentez les cercles. Mais il ne vous aura pas échappé que depuis un certain temps, on nous parle des qualités nutritives des insectes. Quelle bonne nouvelle pour les sylviculteurs qui ont maille à partir avec les ravageurs du pain. Eh bien, ces ravageurs du pain, moi je vous l'ai dit, demain ils seront dans votre assiette. Et je prévois que la gastronomie landaise évolue sacrément. Ainsi, nous pourrons bientôt déguster un salmi de cuisson forestière. Ou alors un méli-mélo de Bostriche aux pignes de pin. Ou encore une terrine surprise. Et pourquoi ne pas accompagner ça d'un cocktail de diatomée de la petite laïra? Ou alors, si vous avez le goût populaire, une simple petite mousse. Voilà. Là, ici, il est question d'accompagner l'installation de nouvelles activités économiques orientées vers les énergies renouvelables, exemple le photovoltaïque. On en a beaucoup parlé. Alors, concernant ce qu'on appelle le petit éolien, il m'est venu une fulgurance. Il y a un moyen qui devrait de combiner le photovoltaïque et l'éolien en se servant des ressources locales. Je m'explique. J'ai fait un schéma. Vous excuserez le tour un peu scientifique que prend cet exposé. Voilà. En installant des capteurs solaires sur les ailes de cette libellule, qui, en s'agitant elles-mêmes, produisent de l'énergie. Toute cette énergie est capitalisée dans des petites batteries si petites qu'on ne les voit pas bien, mais qui sont placées là, sous l'abdomen de l'animal, reliées, comme vous pouvez voir, au réseau EDF par un simple câble. Et l'EDF achète ce courant. Il y a des sous à se faire. Ouais, non, c'est pas très intéressant, je passe. Voilà, c'est beaucoup mieux. Oui, alors ça, là, ce n'est certes pas le plus commode des objectifs opérationnels, ni la mesure la plus aisée à mettre en œuvre pour diverses raisons que je vais un tout petit peu développer si vous le permettez. Commençons par le commencement. La mise en service de l'autoroute A65 et le chantier induit par la réalisation de la ligne à grande vitesse, en plus du risque de pression démographique rapide imposée par l'arrivée des grandes infrastructures, vont engendrer des nuisances déjà identifiées que vous trouverez listées ici après, très vite brossées. En cela, les grands axes routiers et ferroviaires vont à l'encontre, je me suis aperçu, de la priorité politique 5, accompagner l'activité humaine pour un développement équilibré. De l'objectif opérationnel 5.2, maîtriser les pratiques consommatrices d'espace. De la mesure 52, préserver de toute circulation motorisée les espaces d'intérêt patrimonial, on en parlait tout à l'heure. Mais voilà, peut-on décemment empêcher la circulation sur un tronçon de l'A65, même tout petit? Les impacts sont aussi notables sur la vie locale, économique et sociale. Par exemple, les moyens de franchissement des infrastructures très espacés ont de fortes conséquences sur la vie d'un territoire. Dans les Landes de Gascogne, cette situation est amplifiée par le fait de l'aménagement de l'espace en bourgs, quartiers et aériaux. Je ne vous apprends rien. Parfois distant de plusieurs kilomètres. Le paysage identitaire est l'une des principales valeurs de ce territoire. Une rupture aussi nette que celle d'une LGV générera des difficultés de déplacement amplifiées pour les liaisons bourg-quartier et la fracture du territoire. Cette dégradation du cadre de vie sera également accentuée par les nuisances sonores et visuelles engendrées par le projet. Enfin, c'est un risque. Bon, je ne vous parle même pas des animaux et des corridors biologiques dans ces cas-là. Et alors voilà, même si depuis 1993 les chartes sont
théoriquement opposables. Nous avons bien noté dans la correspondance très fournie que nous avons vue de certaines recommandations qui nous ont été faites, qu'il ne saurait être question dans une charte d'un quelconque principe de refus ou d'interdiction absolue. Aussi, usons-nous et abusons-nous de formules réglementaires, par exemple, le territoire n'ayant pas vocation à accueillir certains types de projets. On peut aussi faire connaître son opposition à réduire, contenir, compenser, évaluer les impacts, alerter sur les risques, veiller à ou encadrer les effets induits par les grands travaux d'aménagement du territoire. D'où la mesure 64, définir et mettre en œuvre des mesures compensatoires et d'accompagnement exemplaires et adaptées aux enjeux du territoire. Bon, après, il ne faut pas non plus voir que le mauvais côté des choses. Le tracé de l'A65 a mis en évidence des herbiers remarquables. Bon, après, les verres d'asphalte. Mais on a remarqué un cirque des bois au bord de l'A65. C'est une espèce protégée au niveau régional. Ça serait quand même vachement chouette de pouvoir faire, je ne sais pas, une petite déviation comme ça, ou un bras mort à cette autoroute. Après tout, c'est l'État qui nous accorde ce label. Il est signataire de la charte. Donc il est censé se l'appliquer à lui-même, comme tout le monde, comme les 51 autres communes du parc. La multiplication des infrastructures, peut-on se dire aussi, aide à lutter contre l'isolement. On se rassure, le parc étant naturellement coiffé de la couronne bordelaise, et moi je me suis laissé dire qu'il était prévu une petite extension du tram B jusqu'à Sable, où les voyageurs pourront prendre la correspondance, la ligne à petite vitesse Sable-Marcazie. Voilà. Je vais avancer si vous voulez bien. Voilà. Là, nous avons, je crois, le cas du passage de la LGV, pas loin de Arru, voilà. Qui a bien failli voir seulement la partie à l'ouest des travaux entrer dans le parc, non pas la totalité. Je vais très rapidement évoquer, voilà, lisez vite parce que je vais passer très vite, d'autres aspects du parc. Voilà, la culture gasconne, par exemple, ça nous amène à parler des cercles. Alors un cercle, c'est ceci. Une fois de plus, je m'excuse du tour un peu scientifique que prend cet exposé. L'art contemporain, voilà, la place de l'art contemporain dans le parc naturel régional des Landes. Moi, j'ai envie de dire, Klaus s'en est un petit peu chargé. Bon, et je terminerai sur l'éducation à l'environnement. Ça, c'est très important. Comment faire prendre conscience de la valeur de l'environnement? Et bien, la façon suivante, par l'éducation à l'environnement. Parce que, quand on entend, par exemple, un ancien dire parfois, quand on se promène dans la forêt, on croise des genettes. Quelqu'un qui n'est pas éduqué à l'environnement va s'imaginer ça. Alors qu'il devrait plutôt s'imaginer ça. De la même manière, on entend parfois des anciens dire et parfois, dans la forêt, à la nuit tombée, on croise des demoiselles. Naturellement, celui qui n'est pas éduqué à l'environnement imagine ceci, alors qu'il faudrait plutôt imaginer cela. D'où l'importance de l'éducation à l'environnement. Et pour éduquer à l'environnement, quoi de mieux que le jeu? Faisons un jeu. Voilà, je vous montre deux chaînes. En voilà un, en voilà deux. Il y en a un, c'est un chêne pédonculé, et l'autre, c'est un chêne tausin. Alors, à chaque fois que je dis chêne pédonculé, j'ai l'impression de dire une grossièreté. Mais pourtant, ça n'est pas une, pas plus que salicorne ou barjac noir. Après, s'il y a quelqu'un qui ne savait pas, vous pouvez toujours lui dire qu'il est coiffé comme un touradon de Molini. Voilà, voici deux exemples de grues. Une qu'on trouve au nord-ouest du bassin, et l'autre qu'on ne trouve pas au nord-ouest ni au nord-est du bassin, mais qui a l'avantage de ne pas être très gourmand dans maïs grue. Laquelle est laquelle? Bon, et puis pour les enfants, un jeu de coloriage. Voilà. Tâchez de colorier les structures paysagères du parc naturel régional des Landes de Gascogne. J'en ai presque terminé. Pardon si c'est parfois un peu technique. J'avais prévu de vous parler de l'extension du parc, mais bon, ça j'en parlerai je pense dans quelques instants. Voilà brièvement quelles sont les communes concernées. Et voilà le genre d'espèces qui n'avaient pas le droit de citer dans le parc avant que les frontières s'élargissent. Pikachu.
Et voici ma conclusion, elle sera très brève. Si je la retrouve. Je la retrouve. Ouais, la voilà. J'y tiens beaucoup, alors je vous la dis. Voilà, le parc se définit souvent comme un outil, un instrument de développement local. Aussi, pour se servir de cet outil et jouer avec l'art de cet instrument, eh bien, vous n'êtes pas trop de 70 000 personnes. S'agissant d'un parc naturel régional, l'emploi du mot développement est délicat. Le parc ne veut et ne doit pas se développer comme la grenouille rousse essayant de se faire plus grosse que le bœuf de Bazas dans une fable de La Fontaine miraculeuse. Et développement veut ici rimer avec épanouissement, c'est-à-dire plus que de développement local, on devrait parler d'épanouissement local. De la même façon, qu'appelle-t-on innovation dans le contexte d'un parc naturel régional? Quelque chose, si on prend une définition comme ça, qui n'était pas là avant et qui prend place dans l'espace et dans le temps. Quelque chose qui, normalement, améliore durablement la vie des gens dans le respect de l'environnement. Alors là, c'est drôle parce que l'innovation, eh bien, c'est peut-être l'art de se souvenir de demain. Comme lorsqu'on redécouvre les vertus du bois dans la construction de l'habitat humain, dans le chauffage domestique et collectif, dans la production d'énergie, la création d'emplois ou la production d'aménités paysagères. Auquel cas, les grandes infrastructures routières ou ferroviaires, les véhicules terrestres à moteur, les zones commerciales qui banalisent l'entrée des villes ne sont au fond que des vieilleries utiles et nécessaires dans une certaine mesure. Mais pas très innovantes, car voilà qu'innover, c'est refaire une place au commerce de proximité, à l'agriculture paysanne, au sport, au tourisme de plein air. Et alors voilà qu'un bourgeon et une chrysalide qui n'étaient pas là hier sont les innovations majeures qui se puissent rencontrer sur le parc pour qu'une autre vie s'invente ici. Je vous remercie.